Donc je dois recommencer. Alors, ما بديكش انا كاع والو. C'est un commentaire. Donc je dois recommencer. Voilà donc voilà donc je pense que je dois commencer, hein, je dois commencer, recommencer d'ailleurs, hein, donc il faut le dire parce que j'ai commencé mais malheureusement ça n'a pas abouti donc misérable que je suis, je dois redémarrer la situation, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ma joie est double. Pourquoi? Parce que d'un côté, ce sont des jours sacrés, à savoir les jours de Eid el-Fitr, et par la même occasion, je vous souhaite Eid Mubarak Saïd à tout le monde, à l'humanité tout entière, sans exception. Et d'un autre côté, ça va me permettre effectivement de parler d'un sujet qui nous est tous très intéressant, à savoir la littérature amazigh. Donc, je dois tout d'abord remercier le Centre Qussour pour cette initiative fortement importante qui rentre dans le cadre de tout ce qui est en relation avec notre identité, notre authenticité, notre patrimoine immatériel fort impressionnant et fort riche. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un jeu de mots. Alors, ce jeu de mots-là, qui concerne exactement le mot littérature, si j'essaie de segmenter un peu le mot littérature, je vais trouver li, hein, c'est-à-dire la lecture, t, c'est-à-dire je m'adresse à un destinataire, et rature, ça veut dire les traits hein, qu'on essaie de mettre sur des mots pour effectivement les rectifier, sinon les remplacer, et ainsi de suite. Donc, cela nous fait penser à un paradoxe qui se présente tout d'abord. C'est que normalement, nous sommes en train de parler de la scribalité, nous sommes en train de parler de tout ce qui est en relation avec l'écriture. Or, la littérature amazigh est essentiellement orale. Donc, cette oralité pose un problème, il faut le dire. Il pose un problème sur plusieurs niveaux, étant donné que on donnait plus d'importance à tout ce qui est en relation avec la scribalité, avec l'écriture, parce qu'il est officiel, parce qu'il est normalement, c'est une chose qui est liée à l'administration, et il est en quelque sorte un peu mieux placé par rapport à l'oralité, et à l'encontre pour l'oralité, on trouve qu'il est vernaculaire, qu'il est subalterne, qu'il est non officiel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point qu'il faut effectivement prendre avec beaucoup de précision et beaucoup de concision pour effectivement essayer d'éclaircir ces points-là. Alors, une petite lecture concernant le titre, tout d'abord, c'est que normalement nous sommes en train de parler de la littérature amazigh. Bien sûr, c'est pas toute la littérature amazigh parce que une séance ou bien une visioconférence ne va pas nous permettre de parler de cette richesse fort impressionnante, il faut le dire, mais on va essayer de parler, c'est-à-dire d'un certain nombre de points qui nécessitent une certaine réflexion de ma part. Donc, il est en quelque sorte c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, si vous voulez dire. Alors, vous avez dessin pluriel et destin singulier. Pourquoi? Parce que normalement, on va essayer de parler d'un certain nombre de points. Donc, ce sont des parcours d'analyse, des parcours
de réflexion, de méditation qui vont nous permettre effectivement de réfléchir la chose, de penser ou bien de repenser ou bien de revisiter cette littérature amazigh. Donc, toujours dans le même sens, vous avez un destin singulier. Pourquoi? Parce que normalement, nous sommes en train de construire un chemin sûr et serein, celui effectivement du fait de conserver, de sauvegarder cette littérature. Et par suite, donc, c'est quelque chose qui, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui nous est tous très important. Alors, pour les points, effectivement, tout d'abord, on va commencer par le commencement. On va commencer par ce qu'on appelle les objectifs. Pourquoi, effectivement, on doit faire face à cette littérature-là et qu'est-ce qu'on cherchait par l'intermédiaire de ces recherches, de ces analyses et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui doit être inscrit au fronton de la chose culturelle marocaine et d'ailleurs mondiale aussi, internationale, parce que normalement l'amazigh n'est pas effectivement exclusive aux amazigophones ni aux Marocains, mais c'est une question qui est universelle et aussi universaliste. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération et prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de perspicacité, et ainsi de suite. Donc, un deuxième point, c'est l'oralité, comme je viens de vous le dire. L'oralité et la littérature amazigh, quelle est la place qu'on doit donner effectivement à cette oralité-là. Alors après, bien sûr, il y a le texte littéraire amazigh. Qu'est-ce que ça veut dire un texte littéraire? Quelles sont les particularités, quelles sont les spécificités de ce texte littéraire amazigh? Et après, on doit parler aussi, lorsqu'on parle du texte littéraire amazigh, on doit parler de l'élaboration de corpus, c'est-à-dire la façon la plus opportune pour effectivement élaborer ou bien faire la collecte des données et ainsi de suite afin effectivement de les exploiter, de les explorer dans des prochaines études. Alors, un autre point qui est fort important aussi, c'est la question du genre. Il faut dire que normalement la question du genre est une question épineuse et qui demande des réflexions multiples, des réflexions, si vous voulez dire, interdisciplinaires et intradisciplinaires pour ressortir un nombre de mécanismes susceptibles de nous donner une idée à propos de tout ce qui est en relation avec cette question qui est, d'ailleurs, il faut le dire, à travers l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire de la littérature mondiale, c'est une chose qui est vraiment très compliquée et qui pose énormément de problèmes. Donc, après, c'est avéré aussi important de parler des thèmes abordés, des thèmes discutés. Pourquoi? Parce que normalement, on sent ou bien on tend à croire que la littérature amazigh est une littérature de réjouissance. Alors ça, c'est faux, hein, et d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'exemples que je vais essayer de discuter, je vais vous montrer que normalement, c'est une littérature engagée. Il y a un certain engagement de la part des ciseleurs de mots, de la part des gens des aïeux, des poètes et ainsi de suite, et qui essaient de faire de leur mieux pour effectivement présenter et représenter un patrimoine fort, impressionnant. Et après, en dernier lieu, il faut parler aussi des perspectives, c'est-à-dire quelles sont les perspectives qu'on doit prendre en considération. Et ces perspectives-là vont être effectivement délimitées en trois choses essentielles, à savoir le volet des études littéraires, c'est-à-dire comment arriver à retracer le chemin des études universitaires, des études doctorales, au niveau du master, au niveau de la licence et ainsi de suite, pour effectivement assurer un essor très, très important, très, comment dirais-je, très dynamique, si vous voulez dire. Et normalement, ça c'est la première perspective. La deuxième, ça concerne exactement l'enseignement. Vous savez très très bien que normalement, on ne donne pas une grande importance au texte littéraire amazigh, que ce soit dans le primaire, le collège et le lycée. Donc, les choses qui sont vraiment compliquées vont venir après. C'est la troisième perspective, c'est tout ce qui est en relation avec l'adaptation
cinématographique. Donc l'adaptation cinématographique, c'est un champ d'investigation qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, parce que ça va nous permettre effectivement d'ouvrir des chantiers, hein, de grands chantiers qui nécessitent une certaine réflexion de notre part. Bien sûr, sont, comme je viens de vous le dire au départ, la littérature amazigh, c'est une littérature qui n'est pas effectivement réservée aux amazigophones. Ça concerne exactement tous les spécialistes chevronnés, qu'ils soient ou amateurs, c'est-à-dire des professionnels ou bien des chercheurs qui viennent c'est-à-dire de mettre le pas dans le domaine de la recherche et ainsi de suite. Donc, effectivement, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va nous permettre effectivement de revenir une autre fois sur le profil d'un chercheur, un chercheur dans la littérature amazigh. Donc on disait que généralement pour que le profil d'un chercheur soit dessiné, une quête intellectuelle doit s'exprimer en soi. Et cette quête peut avoir lieu suite aux différents cours et séminaires animés par des professeurs émérites qui peuvent nourrir notre centre d'intérêt et l'orienter surtout vers, par exemple, la littérature amazigh. Donc, cette littérature a donné, il faut le dire, d'admirables chefs-d'œuvre car un noble instinct l'amène et fait éprouver la fièvre des émotions et des idées. Les écrivains et les aïeds, il faut le dire, n'ont cessé de rentrer en lice pour montrer la richesse de la dite littérature et cela va nous donner des romans, des poèmes, des drames, des productions d'une façon générale qui doivent avoir une place d'honneur dans l'éducation de l'esprit et du cœur. Donc ça, c'est très important. Ce sont des foyers, si vous voulez dire, ce sont des foyers allumés par la production littéraire amazigh. On fait sentir le désir d'interroger, pourquoi pas d'explorer toutes les composantes de notre identité, car la société, à fois, dont la noblesse des idées et la puissance aussi et le talent. En effet, cette littérature couvre de précieux minerais qu'il faut dépoussiérer afin de les arracher au cerf de l'indifférence, comme on disait. Par conséquent, l'objet d'être au jour et la noblesse de ces idées. C'est ça le plus important. Alors, je vais revenir sur le premier point qui est effectivement les objectifs. Alors, comme vous le savez très très bien, le Maroc jouit d'une richesse patrimoniale fort impressionnante. Dès lors, l'idée d'explorer, d'interroger, de médiatiser toutes les composantes, aussi importantes les unes que les autres, devient une nécessité impérieuse pour pouvoir assurer la sauvegarde et pourquoi pas le rayonnement de cette richesse qui n'attend que l'opportunité d'être capitalisée et valorisée. Il faut le dire, capitalisée et valorisée, habitée dès la préhistoire par les Phéniciens, aussi par les Juifs. Le Maroc se trouve en carrefour où se sont relayés nombre de civilisations à héberger les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, etc. Et ces civilisations lui ont apporté, selon un processus cumulatif, une diversité culturelle que mettent en évidence les différentes facettes d'une identité, il faut le dire, une identité plurielle. Donc c'est ça l'objectif primordial. Néanmoins, force est de le constater, le patrimoine culturel marocain a depuis toujours été exposé à des aléas. Je ne suis pas vraiment alarmiste, mais il faut dire, il faut être sincère donc, en quelque sorte pour dire que normalement la survie de cette richesse est à mettre à l'actif d'Aïed qui ne cesse entre autres de produire, de critiquer, d'enseigner afin de tracer un chemin sûr et serein. Donc ce patrimoine culturel a toujours assuré, dans son giron consensuel, il faut le dire, la conjugaison sereine des valeurs et des traditions. Et par suite, il s'agit d'un trésor qu'il faut transmettre afin de pérenniser le plus riche répertoire d'un peuple en cernant les composantes fondamentales de son identité pour extraire ses plus grandes beautés, la tradition orale y fait appel. Alors,
le premier objectif, c'est la sauvegarde de la tradition orale ou bien la sauvegarde de la... Je vais me limiter en quelque sorte un peu dans la littérature. Donc, depuis quelques décennies, il faut le dire, la tradition orale marocaine, qui est une façon de préserver et de transmettre l'histoire de génération en génération, a été au centre d'intérêt des chercheurs, il faut le dire, parce que normalement, il y avait plusieurs chercheurs qui ont effectivement franchi ce chemin-là, et par suite, ils ont essayé de montrer que normalement, il y avait une certaine, un champ d'application, une préoccupation en pris chemin faisant et en se ramifiant de l'ampleur, embrassant et brassant nombre de domaines, on y puise et on a recours à des fins, entre autres, de critique, d'enseignement et d'information. Donc ça, l'objectif en est, à l'évidence, de ne pas laisser ce patrimoine ô combien riche en friche et de vouer, le vouer, pardon, de la sorte que normalement à la déliquescence. Donc la chose la plus importante, c'est de transmettre et enseigner. Cette littérature s'avère dès lors une urgente, absolue, requérant la conjugaison serein et sincère de bonne volonté, réellement déterminée à explorer, à exploiter les précieux minerais dont elle regorge. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut prendre en considération. Alors, néanmoins, la promotion et l'optimisation de cette tradition devraient permettre de relever plus efficacement les défis et de négocier avantageusement les enjeux fondamentaux d'une telle mission qui, force est de l'avouer, est loin de présenter des allures malléables d'une entreprise aisée, il faut le dire. Donc, c'est pas chose qui est vraiment très simple, très aisée. Donc, ça, c'est pour le premier objectif. Deuxième objectif, c'est la valorisation des avant-gardistes de la tradition orale. Donc, lorsque je parle des avant-gardistes, je vais parler exactement de tout ce qui est en relation avec les poètes. Vous savez très très bien que, par exemple, les poètes du Moyen Atlas souffrent d'une négligence extrême, étant donné que ces gens-là essaient de produire, essaient de créer, de mettre en exergue un art fort impressionnant, mais malheureusement, ils sont vraiment coincés dans des situations précaires, sinon ils sont coincés dans des conditions inhumaines, si vous voulez dire, et par suite, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent tout simplement une mensualité, parce que normalement, ce sont des artistes. Ils demandent aussi quelque chose en relation avec une carte d'artiste, hein, pour montrer effectivement qu'ils ont, par exemple, du talent, qu'ils ont un métier donné, qu'ils ont quelque chose qui est normalement très symbolique, si vous voulez dire. Et ils demandent aussi tout ce qui est en relation avec la mutuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, vous savez que après, lorsqu'on grandit, lorsque la vieillesse arrive et ainsi de suite, ces gens-là souffrent, mais ils souffrent en silence. C'est-à-dire que l'amour-propre est toujours présent. Et par suite, nous, en tant que chercheurs, nous devrions normalement parler de ces points-là qui sont vraiment très importants et qui sont d'une importance extrême. Et d'ailleurs, c'est un encouragement pour eux, pour effectivement continuer dans ce champ d'investigation qu'ils ont choisi par volonté, par amour, par tout ce qui est en relation avec la fierté et ainsi de suite. Donc, une chose est sûre, ce patrimoine est menacé d'être oublié et perdu, hein, suite à la disparition ou à l'âge très avancé des Zaïd. Donc, vous savez très très bien que normalement, la vieillesse, la définition la plus simple de la vieillesse, c'est la perte des facultés physiques et mentales. Et effectivement, on arrive à ces points-là, et par suite, donc, on se trouve devant des gens qui, normalement, essaient de, comment dirais-je, ils oublient carrément ce qu'ils ont produit. Et normalement, c'est ça la nécessité des chercheurs qui doivent effectivement prendre cette responsabilité de transcrire, d'avoir ou bien de faire des collectes et ainsi de suite dans ce sens-là. Donc, cette responsabilité entre l'ultime et le sublime qu'ils assument de bonne grâce, il faut le dire, de bonne grâce, ne les affaiblez pas. Voilà, donc c'est quelque chose de paradoxal, mais c'est une réalité parce que normalement, nous avons vécu avec ces gens-là des moments très agréables et nous sommes en train de dire que normalement,
ce qui le torture malheureusement, c'est cette marginalisation qui pourrait laisser supposer qu'il s'agissait d'un complot programmé. Alors, entre parenthèses, bien sûr, entre l'enquête menée sur le terrain, et d'ailleurs c'est le travail que nous avons mené dans notre thèse, l'enquête menée sur le terrain auprès de ces gens nous a permis de constater qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes, comme je viens de vous le dire, à peine s'ils réclament avec une pudeur, d'ailleurs une pudeur touchante, une mutuelle, une carte d'artiste, une mensualité. Alors si nous comparons ces éléments-là, ce qu'ils demandent exactement et ce qu'ils nous donnent, effectivement que normalement il n'y avait pas de balance, il n'y avait pas effectivement d'équilibre dans les deux côtés. Mais en attendant la réalisation, donc il réclame ça, mais on attend, mais on s'arrête pas. Voilà, donc en attendant la réalisation de ces conditions, les penseurs ou bien les possesseurs de la mémoire conservatrice et salvatrice n'ont pas suspendu leur création sur le fond d'improvisation, mémorisation. Donc, l'objectif troisième, c'est aussi, et ça c'est très important, et d'ailleurs nous l'avons à chaque fois discuté avec nos chers étudiants que je salue vivement parce que normalement nous avons construit de fortes relations avec nos étudiants, avec les professeurs aussi du département de langue et littérature amazigh, pour effectivement essayer de mettre en exergue la beauté des idées et aussi la beauté de cet art amazigh ou bien de ce patrimoine immatériel fort important. D'ailleurs, le troisième objectif, ça concerne exactement les danseuses. Alors, les danseuses ou bien shirat, les danseuses populaires, une prouesse de grande envergure en pleine déliquescence, il faut le dire. Pourquoi? Parce que normalement, on est en train de parler d'une, si vous le permettez, schizophrénie. On est vraiment réjoui par l'intermédiaire de ce que donnaient ces danseuses, mais en contrepartie, si on demande à quelqu'un, un intellectuel ou bien n'importe qui, que normalement que sa fille soit une danseuse, une shirat, il ne va pas accepter la chose. Donc il s'agit de quelque chose qui est vraiment très profond, qui normalement qui nécessite une réflexion, à mon avis, une réflexion psychanalyste. Pourquoi? Parce que normalement, le côté ou bien l'approche psychanalyste est une approche qui doit normalement être appliquée à la littérature amazigh, parce que normalement, c'est un parent pauvre, comme on disait, et c'est un parent qui n'est pas vraiment discuté par la majorité des chercheurs, des doctorants, des thésards et ainsi de suite. Donc, une autre séquence d'études et d'analyses porte sur les productions artistiques féminines. Il faut le dire, parce que normalement, il n'y avait pas seulement le côté masculin, il n'y a pas seulement les poètes et ainsi de suite, il y a même des poétesses. Et ces productions ont connu à travers l'histoire de l'humanité des changements et des mutations dont les contours, il faut le dire, dessinés avec précision, ont été tracés par des femmes chevronnées. Alors je pèse mes mots et je savais très très bien ce que je suis en train d'avancer, qu'ils soient aux amatrices. Alors il y a des fois le côté professionnaliste et le côté amateur. Par conséquent, la marge de négociation de leur situation sociale reste à l'ordre du jour. Certes, comme je viens de vous le dire, la société se réjouit des productions de ces femmes. Elle se réjouit. Mais, néanmoins, force est de le constater, c'est cette même société, malheureusement il faut le dire, qui lacère leurs images. Ne s'agit-il pas d'un complexe de dénigrer tout ce qui est identitaire? Ne faut-il pas parler d'une accablante? Et ces femmes-là, qui sont à la fois aimées et marginalisées, mènent leur dessein et leur destin sans se soucier des paroles de pacotille. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment dérangés par des paroles qui peuvent normalement blesser leur amour-propre. Pourtant, force est de le constater, ce génie créateur permettant d'exhiber l'éventail de l'imagination selon les circonstances rencontrées n'est pas toujours apprécié par les gens. Les shirat aux danseuses, qui ne cessent de montrer un talent remarquable, se trouvent dans des situations périlleuses. Des situations périlleuses où règne la misère, la souffrance, l'oubli, tout ce que vous voulez.
Et par suite, la dégradation de l'image de ces femmes est devenue blessante à cause de la colonisation qui a abusé de ce statut en lui attribuant des étiquettes de déshonneur et d'humiliation. Donc, c'est le moment non jamais pour repenser la chose, pour voir effectivement ce qui se passe et dire que normalement, ces prouesses-là méritent une certaine réaction vivante de la part de la société tout entière. Donc, l'objectif numéro 4, c'est que la tradition orale marocaine est une présente ou bien identifiée. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, nous sommes en train de parler, ou bien à croire que cette littérature est une littérature, si vous voulez dire, de réjouissance. Or, il faut signaler que c'est une littérature engagée. Hein. C'est une poésie engagée. Nous avons des romans très engagés, nous avons des drames et ainsi de suite. Et par suite, le fait de discuter la thématique abordée par la tradition orale, par la littérature marocaine, ou bien la littérature amazigh, nécessite un effort méritoire. Pourquoi méritoire? Parce que cette littérature constitue une preuve irrécusable en faveur du talent et des avant-gardistes de cette littérature. Donc, ces ingénieux, il faut le dire, ces ingénieux ou bien ces ingénieux manieurs de la langue ne cessent de fasciner leur auditoire, et leur éloquence ne peut faire l'objet de quelques soupçons, il faut le dire. Les recueils que nous avons pu collecter attestent la réussite de la rue du preuve. Et d'ailleurs, vous avez toujours des exemples devant vous. Vous êtes en train, par exemple, mes chers amis, frères et sœurs, vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres pour assister à une cérémonie de mariage parce qu'il y avait un poète, un M. qui, normalement, qui est venu, effectivement, nous donner ou bien nous parler d'un certain nombre de choses, d'une thématique précise et ainsi de suite. Donc, comment vous allez expliquer ça? Même dans la théorie de réception, normalement, il faut revoir la chose, il faut revoir cette théorie de réception qui donne plus d'importance à tout ce qui est en relation avec l'écriture et dire aussi que la réaction du public avec le poète, les yo-yo, les applaudissements, les appréciations, le fait de lui donner de l'argent, le fait de l'argent, tout ça, ça rentre dans le cadre de dire que normalement on est en train de parler d'une littérature qui est vraiment très appréciée par le monde, tout le monde, ou bien le monde entier, sans exception. Donc, les recueils que nous avons pu collecter attestent la réussite de la rue des preuves. Cette littérature a parlé de l'identité marocaine, a discuté les soucis majeurs de la société, a cerné le social et le politique, s'est intéressé aux questions épineuses comme le terrorisme, les conflits et ainsi de suite. Donc, il y avait une richesse fortement importante. Alors, cette richesse que je viens de discuter, nous permet aussi de dire qu'il faut reprendre cette littérature amazigh pour effectivement réécrire notre histoire. Sinon, essayer de remédier, essayer d'avoir une certaine réflexion, parce que normalement ce que nous avons comme texte dans les archives, concernant par exemple l'histoire marocaine, ou bien tout ce qui est en relation avec la résistance nationale contre l'occupation étrangère, normalement il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait beaucoup d'erreurs. Et par suite, on peut revenir à notre littérature, à Timawayin, à tout ce qui est en relation avec Tim Diazini et ainsi de suite, Tif Farin et tout, pour retracer à nouveau notre passé. Parce qu'il s'agit d'un passé glorieux qu'il faut mettre en exergue pour effectivement, pour que les générations futures soient vraiment réjouies par leurs aïeux et ainsi de suite. Donc, la mémoire salvatrice et conservatrice des Marocains a discuté le thème de la résistance sans aucune difficulté. Ils ont eu le courage de composer de longs textes qui reflètent la force d'expression et traitent des situations d'une façon pertinente. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, ces fameux gens ont eu le courage de parler de la résistance marocaine sans aucun complexe.
sans aucun complexe. Je dis bien sans aucun complexe. Ils ont pu montrer qu'il s'agit d'un répertoire riche et très fructueux qui permet de tracer le cheminement d'un peuple ayant une tradition enracinée dans l'histoire de l'humanité. La résistance est donc un sujet qui fait partie intégrante de l'histoire du Maroc et resté par excellence un chapitre clos, hein, qui brille de mille feux. Donc ça, il faut revoir, hein, la chose, hein, il faut revisiter la chose pour effectivement essayer de revoir l'histoire de ce pays afin de véhiculer une histoire basée sur des vérités existentielles. Donc, c'est ça le rôle de l'historien. J'ouvre une petite parenthèse pour inviter les historiens à se baser sur la tradition orale. C'est ça, c'est très important parce que ça nourrit, si on le veut ou non, tout cela nourrit la connaissance historique dans notre pays. Et par suite, la littérature orale marocaine peut donc illustrer parfaitement cette discipline-là. Alors, dans le même sens, si nous prenons par exemple, en faisant une certaine comparaison avec la littérature juive, la littérature marocaine, d'expression arabe, et aussi la littérature amazigh, on trouve qu'il y ait une certaine, comment dirais-je, il y a des points communs fort importants qu'il faut discuter. Si par exemple, et d'ailleurs ça c'est le sujet de la littérature comparée, donc on doit s'ouvrir sur la littérature comparée étant donné que c'est un domaine d'investigation qui nécessite une certaine réflexion de notre part. Alors, si nous prenons par exemple les chants de Kharboucha, une danseuse et chanteuse de la région de Ebda, par exemple, on peut mettre en lumière le calvaire des Ouled Zayd, pardon. Et on savait très très bien que Qaïd Issa Ben Omar, un homme cruel et sanguinaire, représente une légende qui a marqué la mémoire collective des Abda. Tout en affirmant qu'il accomplissait sa mission, il a procédé au carnage qu'a subi cette tribu à la fin du XIXe siècle. Suite à cet événement désastreux, les gens ont mémorisé et répété la chanson de Kharboucha. Vous allez me donner un peu de temps pour vous trouver ce chant-là. Hein. Il y a pas mal de chants qu'on peut discuter là-dessus. Mais il y a une chanson vraiment très très importante, hein, que je vais vous dire maintenant. Donc un peu de temps s'il vous plaît. Voilà. Alors, voilà, elle est là. Alors, Kharboucha disait, Aliyam, Aliyam, Yam al-Qahra wal-Dlam, wa fin ki Awisa, fin Yam Shan wal-Marshal. شحال غيرتي من عباد، شحال صفيتي من سياد، بلا شفقة بلا تخمام، حرقتي الغلة وسرقتي الكسيبة، سقتي العيالات كيف النعام، يتمتي الصبيان بالعرام، كي الشيخ كي العبد كي المقدم، سير عيسى بن عمر أو كال الجيفة يا وكال خوتو. C'est significatif, c'est très significatif. Je vais vous donner l'explication, ou bien, pardon, la traduction. Quelle mauvaise époque, l'époque des conquêtes et des martyrs. Où es-tu, Isa? Un diminutif. L'époque de la gloire existe-t-elle toujours? Tu as martyrisé les gens, tu as tué les nobles et les saints, sans pitié ni discernement. Tu as brûlé les récoltes et volé le bétail. Tu as conduit les femmes comme des brebis. Plusieurs enfants sont devenus orphelins. Tu n'as respecté ni vieux, ni esclave, ni chef. Oses-tu rester parmi nous alors qu'on te considère comme le dévoreur des charognes et le mangeur de ses frères? Donc à vous la réaction, à vous le commentaire. Alors, nous pouvons donc affirmer que l'histoire du Maroc doit être réécrite d'une façon objective pour pouvoir effectivement mettre en exergue les zones d'ombre
il y a un certain nombre de zones d'ombre longuement négligées malheureusement. Et ce travail doit se baser sur la littérature orale marocaine et le travail de la collecte doit se faire dans un premier lieu avant de passer à une quelconque analyse. Donc, passons à la question présente. L'oralité. Vous savez très très bien que l'oralité est une caractéristique essentielle de la langue amazigh. Et le Centre d'aménagement linguistique le confirme aussi. Mais il faut dire que ce constat n'est pas spécifique aux études amazighes. Mais d'ailleurs, c'est une question qui est réservée à l'africanisme. D'ailleurs, Ampateba disait que normalement, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est-à-dire que normalement, on s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est en relation avec l'oralité. Ah, voilà, donc c'est un constat. Donc c'est un constat qui est fréquent en sciences humaines, particulièrement en ethnologie et en anthropologie. Il est plus visible dans l'africanisme. Donc c'est quelque chose qui est très importante. Donc une chose est sûre, c'est que l'oralité ne doit pas être prise dans un sens péjoratif. Il ne signifie pas l'ignorance, comme d'ailleurs l'indique Zamtour. Elle est stérile, Zamtour disait, je cite, il est stérile de penser l'oralité de façon négative. Hein? En relevant les traits par contraste avec l'écriture, oralité ne signifie pas analphabétisme, lequel est perçu comme un manque, dépouillé des valeurs propres de la voix et de toute fonction sociale positive. Donc il ne faut pas effectivement parler de cette façon-là, qui est en quelque sorte un peu, qui lacère l'image non seulement des Amazirs, mais des Marocains, ou bien de l'identité universelle d'une façon générale, parce que, comme je viens de vous le dire, la littérature amazigh, ou bien le patrimoine immatériel amazigh, c'est un patrimoine qui fait partie intégrante du patrimoine universel. Donc, nous pouvons dire que l'oralité n'est pas un disque qui dévalorise une telle littérature. Il s'agit en effet d'un moyen qui témoigne de la vie de l'humanité, puisque la communication des productions littéraires se fait tout d'abord par la voix. L'oralité est une caractéristique essentielle de la littérature amazigh qui donne plus de valeur à la production esthétique. Vient après l'écriture qui conserve le patrimoine après avoir aménagé toutes les conditions capables de conférer à la culture un statut d'universalité. Donc il y a un certain nombre de points qu'il faut discuter, mais malheureusement je ne vais pas répondre parce que je risque de perdre les pédales comme on disait. Je vais essayer de prendre vos discussions, et d'ailleurs ils sont les bienvenus, pour effectivement revenir sur la question. Donc je vais essayer de terminer tout d'abord, et après on verra par la suite les différentes réactions de votre part qui sont vraiment les bienvenues. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de privilégier l'oralité ou l'écriture. On va pas négliger toute la partie qui est réservée à l'écriture. D'ailleurs, il faut dire que normalement, pour l'amazigh, il est dans une situation extraordinaire, si vous voulez dire. Pourquoi? Parce que nous avons l'oral tout d'abord, nous avons l'écrit et nous avons l'écrit standardisé. C'est-à-dire c'est une phase lumineuse de la langue, de la culture amazigh. Et d'ailleurs, il faut dire que normalement, pourquoi il y avait c'est-à-dire cette transition, qui est d'ailleurs une transition sûre et sereine? Pourquoi exactement? Parce qu'il y avait un certain nombre de points sur lesquels on s'est basé pour arriver à tout ce qui est en relation avec l'écrit et l'écrit standardisé. Sinon, s'il n'y avait pas ces possibilités-là, on ne peut pas arriver, on ne peut pas aller vraiment au-delà de ce que nous avons comme sujet d'oralité. Alors, il faut dire que
tout d'abord, il y avait un alphabet. Il y avait 33 phonèmes. C'est très important. Il y avait un alphabet particulier. Ce n'est pas un alphabet arabe, ce n'est pas un alphabet latin, mais c'est un alphabet amazigh. Ça, c'est une très importante chose qui, normalement, qui assure ce passage-là de l'oralité à l'écrit. Ça, c'est très important. On ne peut pas se contenter de calquer un alphabet quelconque. Je ne distingue aucun alphabet. Un alphabet quelconque qui va effectivement nous dire que maintenant, on va écrire l'amazigh avec un alphabet. C'est inadmissible quand même. Donc, il y avait le côté de l'alphabet. Il y a aussi le côté linguistique. Il y avait une linguistique bien élaborée de l'amazigh. Il y avait aussi la phonétique, la phonologie, l'ethnologie, la didactique, la phonologie, et ainsi de suite, la dialectologie, l'histoire, l'économie, le langage des sourds. Il faut le dire, c'est très important aussi. Le folklore, même si je n'apprécie pas vraiment ce mot-là de folklore, il faut parler de civilisation. Il faut parler de civilisation pour donner une valeur à ce que nous avons. Il ne faut pas effectivement minimiser ou bien essayer de nous minoriser dans des situations vraiment périlleuses. Il faut dire civilisation au lieu de folklore. Et nous avons aussi un planning scolaire. Donc tout cela nous a permis à la langue amazigh ou bien à la culture amazigh de passer de tout ce qui est en relation avec l'oralité vers l'écrit et l'écrit standardisé. Bien sûr, pourquoi je vous ai dit que c'est une phase lumineuse de notre histoire? Parce que, tout simplement, on ne va pas demander aux poètes, par exemple, du Moyen Atlas, de s'arrêter et de nous parler, de nous dire des poèmes selon, par exemple, la langue standard. C'est impossible quand même. Vous voyez? Donc, on laisse les poètes à part. Ils sont en train de véhiculer leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, et on s'intéresse de plus en plus à des écrivains. D'ailleurs, nous avons des étudiants, des étudiantes qui sont en train d'écrire des romans, d'écrire des nouvelles, d'écrire des drames et ainsi de suite, d'écrire aussi des poèmes, et ça c'est très important. Ça c'est très important parce que, comme je viens de vous le dire, on peut pas sortir de ce bain-là qui est un bain magnifique, si vous voulez dire. Là, on se sent très à l'aise et on se sent vraiment dans un univers à savoir le patrimoine amazigh. C'est très important de s'intéresser à cette littérature-là. Alors, maintenant, et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de temps à vous parler de quelques points qui nécessitent un éclaircissement, et d'ailleurs, malheureusement, le temps ne le permet pas, bien sûr, mais éventuellement, il y aura d'autres discussions, il y aura d'autres rencontres, d'autres séminaires, d'autres colloques, et ainsi de suite. Là, on va essayer de parler d'une façon vraiment exhaustive d'un certain nombre de points que je viens de discuter. Alors, maintenant, il faut dire que le côté littéraire. Alors, nous sommes en train de parler du texte littéraire amazigh. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence entre un texte amazigh et un texte littéraire amazigh? Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est un sujet qui nécessite une petite réflexion de notre part, parce que vous devriez me comprendre, il faut aller petit à petit, surtout avec les étudiants et ainsi de suite, et on va à un certain moment montrer que, normalement, nous avons une littérature en bonne et due forme. Donc, nous avons une littérature bien enracinée, bien construite, bien ficelée, pertinente, précise et concise. Désolé d'utiliser tous ces adjectifs-là, mais croyez-moi, ce sont des adjectifs significatifs et pour chaque adjectif, j'ai une réponse. J'ai une réponse qui peut effectivement vous satisfaire. Alors, lorsque nous parlons du texte littéraire amazigh, il faut s'intéresser tout d'abord à un certain nombre d'aspects. Il y a des aspects
qui nous donne cette opportunité de dire que nous sommes devant un texte littéraire amazigh. Il y a tout d'abord l'aspect matériel. Un texte lent, un texte court, en prose, en vers, avec ou sans titre, complet, fragmentaire et ainsi de suite. Nous avons un deuxième aspect, c'est l'aspect, ce qu'on appelle aussi l'aspect verbal. La découverte du texte passe par la compréhension des mots et des phrases. Il y a des phrases, il y a des mots, il y a des expressions et ainsi de suite qui nous permettent de passer à un troisième aspect qui est l'aspect sémantique. Parce que la compréhension du texte passe par la compréhension initiale. La syntaxe, la phonétique, la sémantique sont envisagées exactement pour la compréhension globale du texte. Et nous avons aussi un aspect très important, c'est le quatrième aspect, c'est ce qu'on appelle l'aspect pragmatique. C'est-à-dire que l'acte de communication est indispensable pour la compréhension du fait social. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de quelqu'un, ou bien d'un écrivain, d'un ciseleur de mots, qui est devant nous et qui est porte-parole de la société. C'est très important. On doit faire appel aux éléments relevant des sciences humaines comme l'histoire, la sociologie, la psychologie et ainsi de suite. D'ailleurs, la réussite ou l'échec d'une œuvre littéraire, ça dépend effectivement de ce qu'il représente. Est-ce qu'il représente effectivement la société ou non? S'il représente la société, d'ailleurs, il est bien. S'il ne représente pas la société, alors là, ça peut toujours poser un grand problème pour l'écrivain et, normalement, un écrivain qui doit repenser, qui doit, avec beaucoup de et aussi de fierté. Alors, un autre aspect, le cinquième aspect, c'est l'aspect symbolique. Alors, le texte est un fait culturel, il faut le dire. C'est un fait culturel, significatif, de situation sociale et linguistique. Il prend place dans un ensemble de modes d'expression par lesquels une société manifeste ses attitudes, ses comportements et ses valeurs. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par les différents aspects du texte littéraire amazigh et qui qui sont très importants pour effectivement identifier un texte littéraire. Alors, je dis bien, l'analyse littéraire se propose d'étudier à la fois la forme et le fond du texte littéraire et comment l'un sert l'autre. Donc, une méthodologie précise va garantir à l'étude littéraire une pertinence, une organisation fortement recherchée. Les critères d'analyse littéraire sont d'une importance extrême. Donc voilà donc un champ d'investigation qu'il faut prendre en considération, à savoir l'analyse littéraire. Alors, autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que normalement l'objectif de l'analyse littéraire est double. Il permet d'une part de comprendre le texte afin de mieux apprécier le sens. D'autre part, cela permet de rendre compte de la compréhension du texte d'une manière cohérente. Alors, pour ce faire, il est important de procéder à une lecture méthodique du texte littéraire pour effectivement arriver à déceler un certain nombre de points en se basant sur des éléments essentiels, à savoir les thèmes, les sentiments, les tonalités, les caractères, le temps, les temps, le rythme, les structures, les modes d'expression et ainsi de suite. Donc cela est très important dans le sens où normalement, parce que cela va nous permettre effectivement d'arriver à des résultats probants, comme on disait. Alors, si nous prenons par exemple l'approche sémiotique, on peut par exemple prendre les méthodes d'analyse propres, grimace, le programme narratif, sujet d'état, sujet de faire, l'analyse sémiotique des textes littéraires, la compétence, la performance du sujet et ainsi de suite. Et aussi pour l'histoire littéraire, il faut le dire, on peut par exemple discuter les critères de l'histoire littéraire, les objets d'étude, sa méthode, ses principes et une application sur les textes littéraires amazighs. Donc après, bien sûr, la littérature comparée, il faut la prendre en considération. Même aussi le côté de tout ce qui est en relation avec le comparatisme et ainsi de suite, avec aussi l'approche psychanalyste, ce sont des champs d'investigation fortement importants. Alors, après,
si on arrive, par exemple, à donner d'autres choses ou bien à discuter d'un certain nombre de points, il s'agit de dire que le côté ou bien l'élaboration du corpus, ou bien des corpus, reste une chose très, très, très importante. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à mener des études concernant l'histoire, l'ethnologie, concernant la linguistique, concernant la théorie littéraire et ainsi de suite. Bien sûr, en se basant toujours sur la transcription, mais bon, lorsqu'on parle de la transcription, le problème qui se pose n'est pas celui de réussir un simple exercice de transcription. On savait très très bien que normalement la chose peut se faire rapidement, mais le plus important, et c'est un point sur lequel je me base dans tout ce qui est en relation, surtout avec les contes et les poèmes, il faut effectivement nous parler de tout ce qui est en relation avec la situation dans laquelle on a dit, on a prononcé ce conte ou bien ce poème. Parce que normalement, ces indications cyniques vont nous donner plus d'importance à notre analyse. Alors, effectivement, le côté, ou bien une autre facette qui est vraiment très, très importante, c'est le côté de la traduction. Alors, pourquoi? Parce que la traduction assure l'éclaircissement des modes d'expression adoptés par une culture souvent laissée dans l'ombre. Ça permet aussi de montrer que l'amazigh possède une rhétorique aussi forte qui lui donne un statut d'universalité. Et ça permet aussi de faire une comparaison avec le langage poétique et le langage ordinaire, étant donné que normalement, à un certain moment, on se base, on a recours, entre autres, à des écarts syntaxiques, darura shi'riya et ainsi de suite, pour effectivement essayer d'arriver au rythme, à tout ce qui est en relation avec la prosodie et ainsi de suite. Donc, mais malheureusement, il faut le dire, la traduction est une trahison. Hein, désolé, c'est pas moi qui l'a dit, mais ce sont toujours des gens qui ont, ou bien des gens qui ont effectivement cette possibilité parce qu'ils ont vécu dans le sens, hein, je suis pas traducteur de taille, mais lorsqu'on traduit, on traduit pas seulement les mots, on traduit pas seulement les expressions, mais on traduit aussi une culture. Et c'est ça, c'est-à-dire le frein qui se présente devant la traduction. C'est-à-dire comment, par exemple, parler de tout ce qui est en relation avec Ahidus et de montrer à quelqu'un qui est vraiment, comment dirais-je, très loin de notre identité, comment il va comprendre tout ce qui est en relation avec la traduction. Alors, un autre point qui nécessite aussi si vous voulez dire l'oralité et la question des genres, ou bien le genre, les genres littéraires, il faut dire que normalement, lorsqu'on parle des genres, on peut affirmer sans contexte que les recueils ou bien qui procèdent à une taxonomie, ne prennent pas en considération une définition ou une... Donc on donne simplement le nom du genre et on le traduit tout court. On focalise le travail sur des données philologiques, ethnologiques et aussi thématiques. Donc, prenons dans un premier lieu les contes. Si nous prenons les contes, il est à signaler que les travaux effectués par Laoust ont pris le modèle déjà de l'œuvre chez Basset. Donc, c'est presque la même chose. Et la publication de Moliéras par Dujardin ne comporte aucune indication, je dis bien aucune indication sur le genre conte merveilleux. L'absence d'une telle classification peut s'expliquer par les points suivants. Donc le premier point, c'est que cette taxonomie n'est pas l'objet de travaux des auteurs. Et deuxième chose, c'est que normalement, le conte est un genre tellement universel qu'il est superflu d'entamer une réflexion sur sa définition. Alors, le deuxième exemple portera effectivement sur la poésie qui est à l'honneur. Et d'ailleurs, la poésie, par exemple, la poésie du Moyen Atlas. Alors, certes, elle est plus universelle que le conte, mais ces genres ne les sont pas, ou du moins, ne sont pas perçus comme tels. Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est que, normalement, le fait de traiter
traiter la question des genres poétiques dans un domaine littéraire oral tel que celui de l'Amazigh, c'est s'aventurer dans les méandres d'un immense chantier. C'est un immense chantier, et il faut le dire, où les résultats probants sont difficiles à escompter. D'ailleurs, il y avait de grandes confusions, par exemple, entre Ahlil, Tamdiaz, Taifert et ainsi de suite. Il y a aussi comment définir Afradi et le différencier des Izlan et ainsi de suite. Comment, par exemple, définir Tamawait, quelle est la différence entre Tamawait et Ilmayt et ainsi de suite. Donc, tout cela nous permet de dire qu'il y a un problème majeur concernant la question des genres littéraires. Alors, pour les thèmes, je vais pas vraiment consacrer beaucoup de temps aux thèmes parce que normalement, ils sont d'une importance extrême. Et le fait de discuter la thématique abordée par la littérature amazigh, par exemple du Moyen Atlas, nécessite un effort méritoire, il faut le dire. Un effort méritoire, qu'il soit confirmé ou débutant, d'une façon générale. Pourquoi? Parce que constitue une preuve irrécusable en faveur du talent et les ciselures du mot. Donc, cette ingénieuse manière de la langue ne cesse de fasciner son éditeur et son éloquence ne peut faire l'objet de quelques soupçons. Les recueils de poésie attestent la réussite de la rude épreuve. Donc, effectivement, il y a les Amazirs, la question de l'identité. Je vais vous parler de cette question-là dans la strophe suivante. Alors, Kskhanzoum ziyil marta وفيخي وبريدي معوان الشيخ علي خاس الدايتيليث الشيخ اسماعيل الدايشة النيخ يلي موحى ما غدة نتوخ أرذات نياماخ الدايتيليم ثياما مجلا بخفي غير وساراخ إسريجي وصميت. Alors, la traduction. Alors, dorénavant, je n'ai point de souci. Loué soit la providence qui a arrangé un tel sort. Ô compositeur Ali, ta présence me réchauffe. Ô compositeur Smaïl, ta vue me donne de la vigueur. Oserais-je oublier le grand poète Mouha? Votre présence me donne une énergie excessive, tel un vêtement sur l'épaule qui me réchauffe. Le froid n'osera jamais me faire trembler. Voyez donc, il y a une certaine solidarité de la part des poètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler de la genèse du texte. Et la genèse du texte littéraire amazigh, en l'occurrence la poésie, nécessite des travaux énormes de la part des chercheurs. Pourquoi? Parce que c'est cette genèse-là qui nous permet effectivement de faire comprendre aux autres comment s'effectue, c'est-à-dire cette façon-là de casser ou bien de briser la parole. Parce qu'on disait en amazigh « rzawal », c'est casser la parole. Donc, on est en train de, comme l'a dit Monsieur Taifi, il a dit que normalement, que le poète est en train de mener une guerre contre la langue ordinaire. C'est-à-dire que, normalement, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Alors, après aussi, on peut par exemple parler de la politique, on peut parler de tout ce qui est en relation avec le terrorisme et ainsi de suite. Mais maintenant, je ne vais pas m'attarder sur la chose. Je vais arriver au dernier point, à savoir les perspectives. Alors, il y a 3 perspectives essentielles. Il y a tout d'abord le volet de la littérature amazigh. Donc, pour la poésie, effectivement, il reste un grand chantier à exploiter et à analyser. La métrique, par exemple, c'est un parent pauvre. C'est un parent pauvre qu'il faut chercher, qu'il faut mener à bien. Personne ne peut nier qu'il est fortement fructueux de passer par cette discipline pour pouvoir dégager la force intrinsèque du poète amazigh. Donc, on ne s'intéresse plus à la prosodie, c'est un parent pauvre, comme je viens de vous le dire. En plus, les travaux effectués dans ce cadre-là sont rares et par suite. Donc le fait de parler
ou bien les travaux effectués sont rares et partiels, ne cernent pas le sujet dans toutes ses composantes fondamentales, à savoir le rythme, la tonalité, le noyau, la décomposition et ainsi de suite. Alors pour le conte et le roman, toujours dans le même cadre, il est sujet de faire un appel permanent à des approches pour efficace et objective du texte littéraire. Donc il faut passer de tout ce qui est en relation avec la subjectivité vers l'objectivité. Et ce qui peut assurer exactement cette comment dirais-je, cette objectivité, c'est la critique littéraire. C'est ça le rôle des chercheurs, c'est ça le rôle des universitaires. Pourquoi? Parce que normalement, la critique littéraire, c'est pas effectivement la critique pour la critique, effectivement, c'est pas ça. Mais l'objectif sans rival, c'est le fait de guider les gens, de les mettre sur le bon chemin et ainsi de suite. Alors, le théâtre, hein, troisième chose, le théâtre de par la rareté des productions dans ce genre littéraire, reste un champ prometteur. C'est pourquoi il nous a été important d'inciter les étudiants à mener des monographies. C'est le fait de parler, ou bien il nous a été important d'inciter les étudiants à mener des monographies afin de détecter les caractéristiques fondamentales du texte littéraire amazigh. Alors, le deuxième volet, c'est le volet de l'enseignement. Donc, vous savez très très bien que normalement, l'amazigh n'est pas enseigné au collège et au lycée. Et d'ailleurs, c'est une invite à s'abreuver effectivement de ce champ d'investigation qui est fortement impressionnant, c'est de mener des monographies, de mener des mémoires de licence, de master, aussi de doctorat sur l'ingénierie pédagogique du texte littéraire amazigh. Effectivement, il y a des promesses prometteuses, il faut le dire, mais il y a aussi les à peu près de la pratique. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut discuter avant, bien sûr, de s'aventurer dans ce sens-là. Et le troisième volet, c'est le volet intérêt, à savoir le volet de l'audiovisuel. C'est-à-dire que, normalement, on doit mettre en notre richesse, notre patrimoine, par l'intermédiaire de la production audiovisuelle. Et nous sommes en train, effectivement, de parler d'un certain nombre c'est-à-dire de modules qu'on peut par exemple discuter avec nos chers professeurs afin de mettre sur les rails par exemple un parcours comme dans les autres universités afin de parler de cette adaptation cinématographique, de parler du scénario, de l'histoire d'art, la réalisation, l'ingénierie de son et ainsi de suite. Tout cela de notre part. Donc, la dernière chose, arrivant effectivement à la conclusion, au terme de conclusion, nous pouvons affirmer qu'un grand travail reste à faire dans le domaine de la langue et littérature amazigh, car il s'agit d'un patrimoine riche et remarquable. En effet, nous sommes loin, très loin, d'aborder le sujet dans sa dimension plurielle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'a pas discutés et qui nécessitent une réflexion de la part et d'autre. Car il s'agit d'un patrimoine riche et remarquable. En effet, nous sommes loin, très loin d'aborder le sujet dans sa dimension plurielle. Il est à souligner qu'il nécessite de la part des intervenants une perspicacité, il faut le dire, sans égale. La langue amazigh est en plein progrès. Il se manifeste par l'intermédiaire de l'oralité, de l'écriture et de l'écriture standardisée. Certes, cela peut se considérer comme un signe de richesse et de fécondité. Toutefois, force est de mentionner que cette diversité, il faut le dire, rend la tâche d'un chercheur, apprenti qu'il soit ou confirmé, de plus en plus difficile et ardue. Donc maintenant, je vais essayer de voir, de répondre à un certain nombre de réactions de votre part. Donc, je vais essayer de parler d'une façon générale, après avoir trouvé tous les indices qui me permettent de réaliser la chose. Alors, donc pour Yassine Mustafa, généralement parlant, quelle est la marge d'objectivité existante dans l'histoire des nations? Car à travers les différentes phases, les historiens ont été manipulés, voire achetés par les responsables afin de rendre tout lumineux et cacher des défaillances. Oui, bien sûr. Bon, acheter, ne pas acheter, entre guillemets, d'accord.
Mais bon, il faut dire que normalement, l'historien, un chercheur, toute discipline confondue, doit prendre en considération sa mission, parce que c'est une mission sublime, c'est une mission vraiment très très grandiose qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas effectivement qu'on soit manipulé par des gens qui veulent par exemple mettre en lumière un certain nombre de pensées, une idéologie et ainsi de suite. Donc je comprends ce que vous avez dit, Yassine, merci pour votre réaction. Alors pour Karwash Ali, la littérature amazigh est une littérature vierge, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un terrain fertile qui nécessite beaucoup de réflexion de la part des chercheurs, de la part des étudiants, de la part des amateurs, de la part de monsieur tout le monde sans exception. Et après, merci pour cette Sibaha Mansoub. Est-ce que vous avez que le choix de Tifina afin de réaliser le passage de l'oral est un échec? Dans quelle mesure ou la quasi-totalité des Amazirs chercheurs pour continuer à utiliser le caractère gréco-latin? Donc, vous voyez, merci Baha. Je comprends la question, mais je viens de vous le dire que normalement le fait, pour qu'une langue passe de l'oral à l'écrit, il faut qu'il y ait un alphabet. Vous voyez, malheureusement, ce qu'on disait à propos de Tifinagh, c'est quelque chose qui est erroné, je dois vous le confirmer, parce que il y a des gens qui arrivent chez nous, à l'université, au département de langue et littérature amazigh, et qui sont des arabophones, et ils arrivent enfin à écrire en Tifinagh. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'adaptation, c'est une langue qui s'apprend comme conception. Donc on ne peut pas toujours parler d'un échec. Ce n'est pas un échec, mais c'est une réussite. Hein, c'est une réussite qu'il faut prendre en considération. Bon, la majorité des gens continuent à utiliser le caractère gréco-latin, c'est le mieux lu, le mieux compris et ainsi de suite, parce que normalement il faut qu'il y ait des formations, il faut que l'État ouvre les portes devant des formations, c'est-à-dire nous faisons par exemple, je vais vous donner un simple exemple, nous faisons la lutte contre l'analphabétisme concernant l'arabe. Pourquoi pas ne pas faire la même chose concernant la langue amazigh? On doit par exemple pour les gens, les âgés, adultes d'une façon générale, on doit leur apprendre la langue amazigh, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut arriver par exemple à faire comprendre aux gens que normalement c'est quelque chose qui est vraiment facile et qui peut être vraiment très 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 maniable. Alors le folklore, Yassine Mustafa, mais le folklore est une facette d'une telle civilisation, donc lorsqu'on parle de ce folklore, on fait allusion à ce côté civilisationnel, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire une chose, et je vais utiliser ici un terme qui m'est un peu, c'est pas étrange, mais que je n'aime pas utiliser, c'est le terme épistémicide. Alors, lorsque je parle de l'épistémicide, c'est quoi? C'est le fait de tuer une science, le fait de tuer une connaissance, le fait de tuer un savoir. Alors, lorsqu'on parle de folklore, et d'ailleurs il faut le dire, ne parlons du conte ou bien ne parlons de Tihoujay pour l'amazigh, mais ne parlons des contes pour la civilisation européenne. Ne parlons du folklore pour tout ce qui est en relation avec le patrimoine amazigh, arabe et ainsi de suite, mais nous parlons de la civilisation européenne. Donc, c'est un jeu de mots sur lequel on se base pour montrer qu'il y a une certaine dégradation de la civilisation. Or, il est à signaler que, normalement, le folklore n'est rien autre que la civilisation. Donc, c'est un côté civilisationnel fort important. Alors, après, donc, je salue, j'essaie de répondre exactement à des questions, mais pour tous les gens qui ont réagi vis-à-vis de ce que je suis en train de dire, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour votre suivi, votre intérêt, ainsi de suite, que vous avez donné. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien à ton histoire de Tamazir. Désolé, alors je suis en train de parler. Écoutez, maintenant le français n'est qu'un moyen. D'ailleurs, je parle en amazigh, je parle en arabe, je parle en français. Bon, les organisateurs
et moi-même, on préférait, on privilégiait le fait de parler en français pour effectivement, pour que la chose puisse avoir beaucoup de rayonnement et ainsi de suite. Mais si vous ne comprenez pas, je n'ai rien à vous faire. Désolé, monsieur Haddad. Alors, dès qu'il y a un effort pour bien dire, et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire, disait, oui, bien sûr, ça va de soi, je suis d'accord avec vous aussi, Yassine. Alors, autre chose, on localise, on focalise. On localisait, focalisait, bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur Haddad. Hein, localiser, focaliser, bon, bien sûr, il y a des différences dans ce cadre-là. C'est une question sémantique, bien évidemment. Alors, Yassine Mustafa, quel est le rôle de l'engagement effectif de la littérature amazigh dans la société civile avec la coexistence d'autres sortes de littérature comme arabe, et quel est le rôle de l'engagement? Alors, le rôle de l'engagement effectif, alors je vais vous parler tout simplement, je vais vous donner un simple exemple concernant l'enseignement des valeurs. L'enseignement des valeurs, c'est que normalement, la littérature amazigh peut véhiculer un certain nombre de valeurs qu'on doit enseigner à nos enfants, à nos étudiants, effectivement pour que tout le monde puisse avoir cette fierté, cet amour propre, cette dignité marocaine. Donc, si je parle par exemple des contes, et vous savez très très bien que on disait les contes la nuit, pourquoi exactement? Parce que normalement, le jour, c'est le moment du travail, et pour assurer des causeries, pour assurer une certaine familiarité avec nos enfants et ainsi de suite, on laisse les contes, c'est-à-dire au soir. Et on disait d'ailleurs, que c'est-à-dire que normalement, il y avait une sanction intrinsèque qu'on essaie de mettre en exergue et qui montre effectivement que c'est-à-dire l'homme amazigh ou bien la femme amazigh sont là pour effectivement faire le travail en bonne et due forme, comme on disait. Alors, méritoire, ça existe, Haddad, ça existe, monsieur Haddad, ça existe méritoire, oui bien sûr, vous n'avez qu'à revenir au dictionnaire pour trouver le mot méritoire. Donc, et après, le poète est bel et bien un architecte de mots, donc dans un sens métaphorique, oui bien sûr, hein, c'est Yassine. Mon amazigh, raz awal, c'est composé et non cassé. Non, raz dans un sens premier, mon amazigh, monsieur, mon amazigh, raz awal, c'est normalement c'est cassé dans un sens premier, propre. Et dans un sens figuré, c'est composé. Donc, effectivement, il y a une certaine confusion entre le sens propre et le sens figuré dans ce cadre-là. Razawal, ça vient de isli, taillé, oui voilà, c'est toujours la même chose. Bon, Sharaf al-Atmani, quelle théorie de la critique littéraire voyez-vous adaptée à la littérature? Alors, Sharaf al-Atmani, je pense que Sharaf, c'est un cher étudiant qui a toujours animé les séminaires de master. Alors, mon cher ami, je peux vous dire que toutes les théories sont valables. Il faut tout d'abord mener à bien, comprendre ce que ça veut dire une théorie, la bien encadrer, délimiter votre sujet, avoir par exemple les mécanismes, les outils et ainsi de suite, et après vous pouvez l'utiliser. Par exemple, on peut revenir à l'approche par exemple psychanalyste. Personne n'a parlé de ça concernant l'amazigh, et l'approche psychanalyste est bel et bien présente dans les différents travaux des écrivains, des poètes et ainsi de suite. Pourquoi pas ne pas faire appel à la théorie psychanalyste? Donc, bien sûr, toutes les théories sont les bienvenues. Alors, en particulier, l'écriture romanesque, c'est toujours la même chose. Quelle est la place de la littérature amazigh dans notre littérature existence grâce à la scolarisation diversifiée dans notre sphère? Quelle est la place de la littérature? Bon, la place de la littérature, c'est une place méritoire, d'ailleurs, je vais utiliser une autre fois le terme, qui mérite d'être effectivement enseigné, étant donné qu'il a toutes les composantes fondamentales d'une littérature universelle. Voilà, il y avait des remerciements, je vais remercier même de Tamazigh, j'ai pas compris.
Bon, ça m'étonne, mon cher ami. هل هناك تعويض للفن الأمازيغي الذي يعتمد على فنه كمصدر عيش بخصوص الحجر الصحي? Alors là, je peux pas vous répondre parce que alors je suis en train de parler de la littérature et non pas effectivement du côté économique et social qui intéresse effectivement la majorité des gens, espérant que cette pandémie va s'achever, Inch'Allah, et que Dieu nous bénisse tous. Voilà concrètement, est-ce que l'apprentissage d'autres langues et cultures est au service de la culture amazigh ou inversement? Oui, bien sûr, il faut le dire, parce que normalement, on comprend de quoi il s'agit. Si la, la parenthèse à propos des théories littéraires, on doit par exemple les étudier, les enseigner en français ou bien en anglais ou bien en arabe, et après on faisait une application sur le texte littéraire amazigh, ça va de soi. Donc après, il y avait comment on explique le phonétique de différence, c'était la prononciation de hadith de et tata, donc voilà. Après, la richesse culturelle, Ismaïl est une valeur ajoutée. Hein. Voilà, tout d'abord, vous remerciez mon cher distinguer. Ma question est comment on va distinguer entre Taïfert et Tamdiès. Voilà, Kerwash, affiché, plus. Voilà. Et, tout d'abord, il y avait une petite si vous voulez dire, une confusion. D'ailleurs, je vais revenir à un certain nombre de chercheurs, à savoir Roux, à savoir Drouin, à savoir aussi Taifi, pour faire la différence entre Taïfer, Tamdiest et Ahlel. Donc on disait que généralement Ahlel c'est quelque chose qui est en quelque sorte un peu religieux, de la racine Hellel. Il y avait Tamdiest qui est passé du sacré vers le profane, mais pour Taïfer aussi c'est un long poème, mais qui a effectivement qui peut avoir des thématiques différentes. Mais le plus important, c'est qu'il faut dégager la moelle épinière ou bien le fil conducteur de cette diversité thématique pour effectivement arriver à trouver ce fil conducteur. Et d'ailleurs, Sekarwash, vous pouvez m'appeler au privé pour effectivement vous donner plus d'informations dans ce cadre-là. Voilà, donc voilà, ce sont voilà la dernière question. Comment on explique la phonétique de différence telle la prononciation? Oui, bien sûr, il faut prendre en considération tout ce qui est en relation avec la dialectologie. Il faut parler aussi, il faut dire que normalement, cette richesse culturelle est mise en exergue aussi par la différence de prononciation. Ça va de soi. Il y a des communautés qui sont, par exemple, de prononcer une telle lettre ou bien un tel phonème d'une telle façon. C'est une question phonologique pure, sûre et sereine. Et par suite, donc, on peut toujours se réjouir de cette richesse qui est une richesse plurielle, une diversité qui peut effectivement nous guider vers des recherches exhaustives et méritoires. Voilà. Voilà, je pense que ce sont les questions posées. هل تمدرس ياسين مصطفى هل تمدرس في خدمة الثقافة الأمازيغية أم العكس خصوصا أن ذلك يبعد اهتمام المتمدرسين عن الأرضية الأمازيغية؟ لا, je ne pense pas. Il faut dire que normalement, lorsqu'on est dans le cadre de l'enseignement, on essaie d'explorer les richesses d'une telle littérature. On s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est en relation avec le mode d'expression, avec la façon de s'exprimer, avec les préoccupations de la société et ainsi de suite. Et cela ne peut qu'enrichir effectivement le côté identitaire, le côté de l'authenticité. Donc pouvez-vous expliquer davantage le terme ahl, s'il vous plaît, professeur? Alors, je ne vais pas revenir une deuxième fois. Alors voilà. Voilà. Donc je pense que ce sont de répondre à toutes les questions. Hein, le Congrès international des Amazigh, voilà. Donc voilà. La dernière, tout d'abord, je vous remercie mon cher. Ma question, voilà, c'est Kerwesh, allez encore. Voilà, pouvez-vous expliquer davantage? Voilà, c'est ça.
Mhm. Après, Tanmir, voilà, merci. Alors, comment dirais-je? Si, par exemple, on s'intéresse tout ce qui est en relation avec cette différence-là entre, par exemple, Ahlul et Tamdiast et ainsi de suite, alors c'est ce que je viens de vous dire. Il y avait cette problématique-là, hein, qui est toujours bien présente, à savoir le côté de ce qu'on appelle la question du genre. Hein. La question du genre pose un grand problème. Alors, cette question est déjà traitée par un certain nombre de spécialistes. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je peux vous inviter à des articles qui viennent d'être diffusés. Et il y a aussi un certain nombre de travaux qui peuvent effectivement vous répondre parce que le temps ne le permet pas, hein, pour effectivement parler de cette question avec beaucoup d'exhaustivité. Alors, Sharaf al-Athmani, peut-on dire que le roman en amazigh, au roman d'expression amazigh? Donc, roman amazigh, roman en amazigh, roman d'expression amazigh. Alors, écoutez, dans ce cadre-là, à mon sens, et pour ne pas être vraiment très pointilliste dans le cadre dans le cadre syntaxique, alors lorsqu'on parle, hein, lorsqu'on parle par exemple du roman amazigh, il faut dire que normalement c'est un roman qui est écrit par un amazirophone et qui est normalement, qu'on a utilisé l'amazigh à 100%. C'est-à-dire là, on peut par exemple parler de roman amazigh. Alors, roman en amazigh, c'est une réflexion. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que normalement, on pense, d'ailleurs, ça se passe même au niveau de l'audiovisuel, le cadre audiovisuel, on parle de tout ce qui est en relation avec par exemple, un patrimoine, notre patrimoine amazigh, mais on écrit, ou bien le scénario est écrit par exemple, quelqu'un d'autre. Ça, c'est une faute. Pourquoi? Parce que, normalement, on doit mettre en exergue une identité, une authenticité bien précise. Et d'un roman en expression amazigh, c'est ce que vous avez dit, c'est Sharaf, roman d'expression amazigh, bon, en amazigh ou bien d'expression amazigh, c'est presque là la même chose. Alors, comment peut-on expliquer entièrement la guerre entre la langue amazigh? Non, pour C. Youssef, je ne pense pas qu'il y a une guerre. Il ne faut pas être alarmiste à ce point-là et parler d'une guerre. Non, c'est une question de coexistence entre les langues et nous sommes vraiment en train de vivre, comment dirais-je, une symbiose entre la langue amazigh, la langue arabe, la langue française et ainsi de suite. Il n'y a pas de guerre. Et ce sont des outils de communication, ce sont des outils qui nous permettent effectivement de véhiculer nos pensées et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il faut parler de la guerre, c'est-à-dire pousser vraiment la trame loin, très très loin. Voilà, voilà, je vous dis merci, merci pour vos réactions et à la prochaine, Inch'Allah.